Un système absurde, criminel, dominé par le fric et qui tue des millions de gens dans le monde par la maladie pas soignée, par la faim pas assouvie, par etc., etc. Bien, si on se prend tous par la main, on peut imposer un autre système où il y aura un vrai partage des richesses. C'est ça être anticapitaliste, ça veut dire être très réaliste. Le peuple français est le peuple le plus politique de la Terre. Et il l'a prouvé à plusieurs reprises. Et ce peuple a accumulé une série d'expériences révolutionnaires qui est très, très impressionnantes, que n'ont pas accumulé d'autres peuples. 1789, 1848, 1871, 1936, 1945, 1968. Il y a au fond dans ce pays une nappe phréatique révolutionnaire et qui persiste aujourd'hui. Et au fond, dont je me félicite, moi, profondément. D'une manière plus ou moins directe, la Révolution française, et plus précisément dans ses épisodes les plus radicaux, est à la source de tous les courants de pensée et mouvements protestataires du XIXe siècle. Elle imprègne les grands soubresauts qui, depuis plus de 200 ans, ont ponctué notre histoire politique. La conspiration égalitariste de Gracchus Babeuf, comme ensuite les tentatives répétées d'insurrection populaire dirigées par Auguste Blanqui, cet homme sans cesse arrêté, condamné et recommençant sans cesse, porté par une foi révolutionnaire qui va profondément marquer l'extrême gauche. Il convient encore d'y rattacher nombre de militants de la Commune de 1871, mais aussi les anarchistes qui, tels Ravachol, ont recouru au terrorisme à travers des attentats et assassinats politiques. L'extrême gauche est donc bien née dans la France révolutionnaire, et elle se réfère encore souvent à ces hébertistes, ces enragés qui défiaient le pouvoir des comités de la Convention et en appelait à l'insurrection contre les possédants. Daniel Guérin, qui après la guerre a été un élément important du mouvement trotskiste et des débats entre trotskistes et anarchistes, Daniel Guérin a réhabilité ceux que l'on appelait les enragés, c'est-à-dire l'extrême gauche du mouvement jacobin avec Hébert, que Robespierre avait éliminé brutalement et qui avait mauvaise réputation chez les historiens communistes officiels comme Albert Mathiez, qui les voyait comme des corrompus. Daniel Guérin a présenté la Révolution française comme ayant réprimé son extrême gauche. Ceci lui permettait au fond de justifier le retour à un certain mouvement anarchiste et anticommuniste. Robespierre, c'était Maurice Thorez, et les bras nus et Hébert, c'était ce courant syndicaliste révolutionnaire, et ça lui permettait de revenir vers les idées de Rosa Luxembourg, c'est-à-dire déjà l'idée d'une certaine autogestion de la société. Voilà pour la Révolution française. Là, nous sommes faut dire, à la fois dans le soubassement historique et dans la mythologie de ces organisations qui se réfèrent toutes à Gracchus Babeuf, aux enragés, et ensuite à la Révolution de 1848. On est vraiment dans cet héritage revendiqué avec, un intérêt tout particulier pour la Commune de Paris, puisque la Commune de Paris, à la suite de ce qu'a pu écrire Karl Marx, d'ailleurs, la Commune de Paris est considérée par les révolutionnaires d'aujourd'hui comme un des rares moments communistes réussis. C'est-à-dire que de ce point de vue-là, la Révolution française joue un rôle fondateur dans l'extrême gauche, effectivement. Tous les courants, depuis le socialisme jusqu'aux différents courants de l'extrême gauche, sont issus de la matrice du XIXe siècle. C'est au XIXe siècle que le mouvement ouvrier se forme, que certains courants du mouvement ouvrier sont révolutionnaires et éventuellement se réclament de Marx ou de Bakounine. La discipline révolutionnaire, honnête et conscient travailleurs communistes. Avons-nous la démocratie dans le parti? Oui ou non? Fille incontestée de la Révolution française, l'extrême gauche l'est également de la Révolution russe, et tout particulièrement du courant dissident incarné par Trotsky.
Aux côtés de Lénine, Léon Trotsky, le théoricien au marxisme intransigeant, est aussi un organisateur hors pair à la tête de l'armée rouge. Mais il se heurte très vite à Staline, qui veut, comme Lénine, sauver la révolution grâce à un compromis provisoire sur la collectivisation. Dès la mort de Lénine en 1924, Trotsky dénonce la dérive bureaucratique et réformiste du parti et de son chef, Staline. Il s'oppose au concept stalinien de révolution dans un seul pays et défend la thèse de la révolution mondiale et permanente. Il perd bientôt toutes ses fonctions avant d'être exclu du Parti communiste. La rupture, on peut dire, entre le communisme stalinien officiel et le trotskisme ou la gauche révolutionnaire, ça, historiquement, je dirais, si on veut la faire partir du début, ça a été l'expulsion en 1929, ça date, de Trotsky d'Union soviétique. De la Turquie au Mexique, l'errance de Trotsky a traversé la France qu'il connaît bien et où son influence est et sera particulièrement forte. Lors d'un séjour de plus de 20 mois pendant la Première Guerre mondiale, il avait noué des liens serrés avec des militants socialistes et pacifistes. En 1933, il obtient l'autorisation de s'installer en France. Les rapprochements sont alors nombreux, les ruptures aussi, avec des syndicalistes et des intellectuels, tels que David Rousset, Daniel Guérin, mais aussi André Breton ou André Malraux. C'est en France que le mouvement trotskiste va trouver sa première expression, si je me souviens bien, en 1930, je crois, avec la création du journal La Vérité, qui est le premier journal trotskiste au monde. Donc la France est la base de départ de cette dissidence trotskiste, et c'est donc un courant très ancien. Trotsky sera expulsé de France en 1935. Mais c'est près de Paris que ses amis fonderont, en 1938, la 4e internationale avec ce double objectif, revenir au vrai léninisme et lutter pour la destruction du capitalisme mondial. Certains des groupes trotskistes vont refuser d'adhérer à la 4e internationale. On voit bien à quel point le débat d'idées entre tous ces groupuscules est déjà très fort. Et lorsque Trotsky est assassiné, à ce moment-là, les divergences entre les familles trotskistes vont être encore plus fortes et on va voir véritablement des courants se former, des familles exister, coexister. Pour rappel, c'est Karl Marx qui, en 1864, avait créé à Londres la première internationale ouvrière, aujourd'hui disparue. En 1889, les socialistes fondaient à Paris la 2e internationale. Et en 1919, les communistes créent à Moscou la 3e internationale, aussi appelée Comintern, et bientôt sévèrement contrôlée par Staline. Lors du congrès socialiste de Tours en 1920, les partisans de Lénine sont majoritaires et provoquent la scission. À Léon Blum de garder la vieille maison, la SFIO, tandis que sous l'impulsion de Marcel Cachin, le Parti communiste français est créé et rejoint la 3e internationale. Au fond, c'est à partir du congrès de Tours et de l'internationale communiste que le choix a été fait, et ça a été un choix d'un aveuglement délibéré, quoi. Un aveuglement délibéré à partir de l'idée simple qu'il y avait là-bas, en Union soviétique, pour la première fois dans l'histoire du monde, le visage de notre société, le territoire de la révolution était là-bas, et donc on ne pouvait pas faillir. Ainsi, la victoire des bolcheviks en 1917 a bouleversé à bien des titres le paysage de la gauche française, une gauche que le marxisme avait déjà profondément modifiée depuis le milieu du 19e siècle. Dans un premier temps, c'est donc l'apparition de la famille communiste qui ébranle les positions des autres familles de gauche, les radicaux et surtout les socialistes. Et c'est dans un second temps la rupture entre Staline et Trotsky qui va remodeler l'extrême gauche en y assurant très vite la domination et l'emprise des mouvements trotskistes. Ce qui explique cette fracture particulièrement vive et durable en France entre l'extrême gauche et le Parti communiste. Le trotskisme a été une sorte de refuge d'un certain nombre d'intellectuels, mais pas seulement d'intellectuels, qui refusaient le stalinisme, qui refusaient la nécrose stalinienne dont le Parti communiste français a été en particulier, a été le porteur, et la nécrose stalinienne soviétique, bien sûr.
La fracture entre le Parti communiste et les oppositions de gauche, elle est presque immédiate. C'est-à-dire qu'en 1920, année où le Parti communiste français se crée, c'est l'année où se crée donc l'Internationale communiste, et c'est l'année où on voit un certain nombre de petites formations d'ultra-gauche s'affilier à l'Internationale communiste tout en critiquant l'Union soviétique. Et là, le Parti communiste français va faire le ménage et va véritablement, lui, marquer sa différence avec ces petites formations d'ultra-gauche. Donc, tout au long des années 20, le Parti communiste français va batailler contre des petits groupes ultra-gauche français qui ne sont pas encore trotskistes, mais qui déjà luttent contre son influence. Le divorce remonte au divorce tel qu'il est apparu en Union soviétique, déjà entre Lénine et Trotsky au moment de la révolution d'octobre elle-même, puis ensuite surtout évidemment entre Staline et Trotsky. Je crois hélas que nous avons été des copieurs et des mauvais copieurs. Alors justement, cette vraie fracture n'est jamais complète parce que l'ultra-gauche ou l'extrême-gauche ou le mouvement trotskiste exprime d'une certaine façon le surmoi du Parti communiste dans les années 20. Au fond, les trotskistes, c'est des communistes plus courageux que les autres, qui vont jusqu'au bout du raisonnement, et c'est cela qui rend d'ailleurs le Parti communiste un peu en difficulté. Il a besoin de moyens de répression plutôt que de moyens de conviction. Dans les années 20 et 30, l'extrême gauche demeure très faible, marginale et divisée. C'est aussi le cas en son sein du trotskisme. Déjà, pourtant, s'esquissent les lignes de force, les pratiques et les formations qui le caractérisent encore aujourd'hui. Étant donné que de toute façon, ils étaient tous des petites sectes, il n'y avait pas un grand mouvement, eh bien on a eu comme cela très vite plusieurs scissions successives. En France notamment, le trotskisme a trois origines. Le syndicalisme révolutionnaire, ça a donné lutte ouvrière, l'opposition communiste, notamment des jeunes et des intellectuels, ça a donné la Ligue communiste, la gauche de la SFIO, ça a donné l'OCI de Pierre Lambert. Alors c'est vrai que l'ALCR est un mouvement qui est d'une tradition assez ouverte, qui a toujours été ouverte à la modernité depuis toujours, depuis sa création. C'est vrai que Lutte ouvrière, c'est un mouvement qui au contraire prône une rigide orthodoxie trotskiste, ce qui ne les empêche pas d'être relativement ouverts. On le voit à la fête de Lutte ouvrière où ils reçoivent par exemple tous les mouvements qui les attaquent continuellement, qui ont des stands et des débats entre divers mouvements. Donc on n'est pas quand même dans une fermeture totale, même s'il y a des aspects assez sectaires dans ce groupe. Et le Parti ouvrier indépendant, c'est le plus violent d'une tradition très ancienne et très violente et assez intolérante. Plus on est petit, plus ça fait du bruit, surtout quand on a beaucoup d'ennemis, parce que les trotskistes étaient attaqués par les staliniens qui les traitaient d'idéo-trotskistes et par la droite qui les traitait d'ultra-communistes. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que une partie de l'histoire du trotskisme fait qu'il y a eu beaucoup de scissions, et beaucoup moins maintenant, pour une raison fort simple. Quand vous êtes tout petit, isolé et que vous scissionnez, l'opinion publique s'en fout. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les trotskistes sont dans une situation assez difficile dans la mesure où leur ligne politique, lorsque la guerre éclate, c'est de dire, en quelque sorte, nous ne sommes ni pour les Allemands ni pour les Anglais, nous sommes pour la troisième voie révolutionnaire. Alors ils vont tenir cette ligne politique au début, et puis lorsque l'Allemagne envahit l'Union soviétique en 1941, à ce moment-là, beaucoup d'entre eux vont basculer vers un soutien critique à la résistance. À l'époque, le mouvement trotskiste est divisé en de toutes petites organisations, évidemment, et on pourrait dire que la moitié de ces organisations vont refuser de soutenir la résistance pendant toute la guerre, en s'en tenant à cette ligne abstraite de soutien au prolétariat, et ni les uns ni les autres, en prônant la fraternisation entre les soldats allemands et les travailleurs, ce genre de choses. Et une autre tendance trotskiste, un autre ensemble de petits groupes va soutenir la résistance, s'engager dans la résistance, mais tout en maintenant une distance critique. Heure grave pour la France. Tandis que les gardes mobiles protégeaient le palais Bourbon, devenu le théâtre d'homériques combats oratoires, le peuple de Paris, en dépit des nouvelles alarmantes, donnait à la France l'exemple du sang-froid et du calme. Très vite, les travailleurs avaient compris que leurs revendications servaient de prétexte à des manœuvres politiques. Dans les bouleversements de l'après-guerre, ce sont les trotskistes qui délibérément se portent à la pointe de la protestation sociale,
se démarquant des positions du Parti communiste, alors associé au gouvernement de la 4e République. Le groupe qui allait devenir Lutte ouvrière, étant implanté dans les usines Renault, dans une période de grand mécontentement dans l'usine automobile, réussit à déclencher la grève de 1947. Le Parti communiste et la CGT ont commencé par s'opposer à la grève, puis, voyant la popularité de celle-ci, ont basculé. Et cette grève a été le prétexte saisi par Paul Ramadier pour chasser les ministres communistes. L'extrême gauche, en grande partie, est venue en France directement du Parti communiste, de la culture communiste. Et du coup, c'est une extrême gauche qui, d'entrée de jeu, se réclamait du marxisme, de la lutte des classes, de l'internationalisme. Très vite a basculé du côté du trotskisme pour une raison spécifique, je crois, à la France, qui est le phénomène des guerres coloniales, et le fait que, surtout pendant la guerre d'Algérie, bien que peu nombreux, à l'époque, les militants de la 4e internationale ont joué un très grand rôle dans les réseaux de soutien au FLN. Et pour aller très très vite, je dirais que le noyau originel, ou une partie du noyau originel de ce qui va devenir l'extrême gauche française, a fait ses premières armes dans la lutte contre la guerre d'Algérie, contre le colonialisme, les réseaux de soutien au FLN. Après, on va les retrouver en 68, etc., etc. Mais les nécessités du maintien de l'ordre veulent que toute manifestation soit interdite en dépit du mobile qui peut les inspirer. Et celle décidée malgré tout par les organisations politiques et syndicales d'extrême gauche à Paris, place de la Bastille, se termine de façon dramatique. Alors que la manifestation allait vers sa fin, des éléments se heurtent aux forces de police qui répliquent et de nombreux blessés sont dénombrés de chaque côté, auxquels vient hélas s'ajouter le décès de 8 manifestants. Il y a aussi un déplacement du centre de gravité du mouvement communiste et des mouvements révolutionnaires vers le tiers-monde. Dans le tiers-monde, en raison du poids du monde arabe, la condamnation d'Israël est absolument un article de foi incontournable. Et je dirais qu'en France, c'est aggravé par cette exaltation de la guerre d'Algérie, qui a d'ailleurs permis au trotskisme de refaire surface à la fin des années 50 et au début des années 60. Le soutien à l'Algérie étant un dogme, les porteurs de valises étant des héros fondateurs, de refondateurs du mouvement trotskiste en France, la fidélité au gouvernement algérien et l'influence que celui-ci exerce par ses mots d'ordre sur l'extrême gauche est importante. S'autorisant de l'enquête qu'elle devait mener à l'intérieur de la faculté des lettres, après qu'un jeune homme eut été blessé d'un coup de couteau, les forces de police investissaient les locaux pour mettre un point final au nettoyage de l'université commencé quelques jours plus tôt. 200 étudiants, après avoir été fouillés, étaient canalisés vers le boulevard Saint-Michel. Tout était calme jusque-là. Mais lorsque les étudiants comprirent que leur Sorbonne était tombée aux mains de la police, ce fut une marée de 5000 jeunes gens et jeunes filles qui se leva. Les drapeaux rouges et noirs ont été amenés, mais la question se pose aujourd'hui de savoir ce que fera demain cette jeunesse qui n'est ni un crime ni une nouveauté. Mai 68 est un événement important dans l'histoire de l'ultra-gauche en France, pour une raison simple, c'est que d'abord on s'approche de la Révolution, et ensuite la plupart des organisations qui existaient depuis très longtemps vont véritablement, grâce à mai 68, se régénérer, être traversées d'un sang neuf. Parmi les révoltés de 1968, les anarchistes réapparaissent, tout à la fois enfants de Proudhon et de la révolutionnaire spartakiste Rosa Luxembourg. C'est à ces derniers sans doute que l'on peut faire remonter les idées d'autogestion qui font alors florès, dans les usines LIP par exemple. Les partisans de la révolution par les masses se retrouveront plutôt dans le mouvement de la gauche prolétarienne, qui veut renouer avec la base ouvrière. Des étudiants vont ainsi quitter leurs universités pour rejoindre la condition des exploités. C'est la grande période éphémère des maoïstes.
Parmi les gens qui se sont réclamés du Petit Livre Rouge dans les années 60-70, on voit des gens mais extrêmement différents les uns des autres. Ça va de purs staliniens antidémocratiques, extrêmement violents, jusqu'à des gens qui en réalité tournent le regard vers la Californie, vers les hippies, presque libertaires, prônant la libération sexuelle. Donc c'est étonnant la cohabitation de sensibilités extrêmement différentes. Sur un plan politique, j'ai l'impression que le bilan du maoïsme est très faible en réalité. Que reste-t-il du maoïsme? Ce n'était jamais qu'un néo-stalinisme un peu oublié aujourd'hui. Par contre, sur un plan culturel, le bilan du maoïsme est assez remarquable parce que, pour des raisons propres à l'époque, ce qui s'est passé, c'est que certains courants, certaines lignes de fond de la société française ont utilisé le maoïsme pour éclore. Alors, deux mouvements très importants ont explosé en France grâce au maoïsme, il faut bien le reconnaître. C'est d'une part le mouvement des femmes, puisque le MLF a été créé par des militantes maoïstes de Vive la Révolution, dans le groupe Vive la Révolution, si vous voulez. Et le deuxième courant important également, parce que ça a beaucoup changé les choses, c'est la cause homosexuelle. Le Front homosexuel d'Action révolutionnaire est né également dans ce groupe Vive la Révolution, qui donc était un groupe maoïste, mais comme vous pouvez le voir, qui a eu peu d'influence politique et une grande influence, au fond, culturelle. Puis après, il y a eu la fameuse révolution culturelle, tout ce qu'on a appris sur la Chine, l'absence totale de démocratie, les camps, etc., bon, qui font que le maoïsme, aujourd'hui, ça n'a plus de sens, il n'existe plus. Demandez la cause du peuple. Demandez la cause du peuple. Lisez la cause du peuple. Lisez la cause du peuple. Sartre, Solers et beaucoup d'autres ont été attirés, surtout à partir de 68, par le mouvement maoïste. Je pense parce qu'ils étaient pris dans l'idée qu'il fallait être plus révolutionnaire que le Parti communiste français, qui paraissait intégré à la société bourgeoise. Et d'un autre côté, ils avaient une sensibilité et une vision du monde qui avait été en grande partie façonnée par les mouvements de compagnons de route du communisme. Et Mao Tse-tung appartenait à l'univers communiste officiel, même si c'était une alternative à l'Union soviétique. Eh bien, vous voyez, nous sommes arrêtés parce que nous vendons un journal qui n'est pas interdit, car le président de la 17e chambre correctionnelle a refusé de l'interdire, qui n'a rien de scandaleux pour le gouvernement, puisqu'il ne lit même pas avant d'interdire. Soi-disant pour reconstituer une ligue que nous n'avons jamais constituée, dont nous ne faisons pas partie. Je pense qu'il y aura toujours une certaine attirance, notamment en France, d'une partie du monde intellectuel pour une certaine radicalité. Le respect de l'événement, enfin la sensibilité, disons, en ce qu'il peut y avoir d'irruption dans un événement, de tranchant, d'imprévu, quasi d'aléatoire. Enfin, rupture, en gros, je schématise, rupture avec Marx, mais peut-être aussi rupture avec Hegel, dans la mesure où la pensée de Hegel est une pensée historico-mondiale qui embrasse tout, et à la ligne duquel s'inscrit Marx. Et c'est le thème des maîtres penseurs de Glucksmann, dont je citais, je crois, la formule, l'événement interloque les concepts. Mais qu'est-ce qui fait que ces gens qui sont capables de lutter pour le socialisme, d'y sacrifier quelquefois quelque chose, ne sont pas capables d'ouvrir un livre qui leur parle de ce socialisme? Quel est ce refus? Vous savez la meilleure que j'entends. À travers le maoïsme, et pour un temps plus ou moins long, l'extrême gauche française a sans conteste marqué le monde intellectuel. Son influence exerce également sur les partis de la gauche traditionnelle, et là, surtout à travers le trotskisme. Beaucoup d'intellectuels français ont été nourris d'une culture marxiste, d'une culture communiste, ont fait leur classe dans les jeunesses communistes, et c'est souvent dans les jeunesses communistes, à une certaine époque, que ces personnes, ces différents, ces universitaires, ces écrivains, ces artistes ont rencontré des trotskistes qui souvent pratiquaient l'entrisme, parce que c'est une des particularités du courant trotskiste, c'est ce style politique qu'est l'entrisme, et ces gens ont rencontré des trotskistes, et les trotskistes se présentant comme de vrais communistes d'une certaine façon, et pourquoi pas d'ailleurs, ont comment dirais-je, touché la fibre de ces gens-là qui du coup se sont approchés du trotskisme. La Ligue communiste d'Alain Krivine ou l'Union des jeunesses communistes marxistes-léninistes du JCML de Béni Lévy
ont été des mouvements qui ont marqué 68. Mais ceux qui, comme Bernard Kouchner, n'étaient pas organisés et ont fait le journal Action, les comités d'action, enfin tout ce côté un peu effervescent, étaient beaucoup moins radicaux. Toujours est-il que cette radicalisation de 68 a duré quelques années et ensuite a été suivie par une très forte décantation. Rares sont ceux qui, comme Alain Krivine ou Daniel Ben Saïd, sont restés intégralement fidèles aux idées qu'ils professaient en 1968, ou du moins le croient-ils. Les jeunes qui nous écoutent, ils ne se rendent pas compte que le PSC, pendant des lustres, a fait 20% de voix aux élections avec des centaines de milliers d'adhérents. Et on disait, quand on est de gauche, on peut être qu'avec le PSC, pendant très très longtemps. Nous, on disait, pour rompre notre isolement, 120, 125, on va rentrer dans le PSC. C'était une tactique pour essayer d'y susciter des courants de gauche, en pensant qu'avec l'éclatement du stalinisme, on allait pouvoir faire des grandes tendances de gauche qui allaient quitter le PSC et nous aider à construire un parti. C'était ça, l'entrisme. Bon, moi, j'y ai participé d'un certain point de vue, puisque moi, j'étais dirigeant des étudiants communistes il y a longtemps, dans les années 60. Quand je suis devenu dirigeant des étudiants communistes, j'ai adhéré au trotskisme, et là, on m'a dit, c'était l'entrisme, justement, tu restes, tu essayes de construire des courants gauche. Au niveau du PC, si on tire le bilan, on a complètement échoué. Au niveau des jeunes du PC, on a assez réussi. On va ajouter que quand on quitte le Parti communiste, je l'ai fait moi-même à un âge pas très élevé, mais une époque qui était déjà de décadence, la fin des années 70, eh bien c'est tout de même une très sale affaire. On a l'impression de quitter une famille, un monde, un système de pensée, les siens, et même quand ça se passe pas trop mal, ça se passe toujours mal. Et donc le souvenir traumatique demeure. Beaucoup d'ailleurs ne reprennent pas d'activité militante après cette expérience. Tandis que le trotskisme, sous l'apparent libéralisme de son fonctionnement, est en fait plutôt une école de formation qu'un parti. Les gens, ils viennent à 18 ans et ils le quittent à 30 ans. C'est une gestion de l'adolescence, alors un peu comme chez les scouts, il y a des vieux lords de 65 ans qui viennent en costume Baden-Powell pour les grands jamborés. Alain Krivine est exactement l'expression de cela, mais la plupart de ses contemporains l'ont quitté. Mais ils l'ont quitté sans traumatisme. La plupart des gens qu'on retrouve aujourd'hui à la direction de quasiment toutes les tendances du PS et qui ont été à la Ligue, souvent ne nous quittaient pas pour des désaccords politiques, mais on était trop petits. Ils disaient, je vais au PS pour essayer de faire passer nos idées dans un truc plus grand, etc. Puis après, ils ont accepté les idées du PS. Mais c'est à l'époque, on était très petits. Aujourd'hui, c'est plutôt le phénomène inverse, où vous avez des tas de socialistes, pas des milliers, mais vous avez beaucoup plus que je pensais de socialistes, de communistes encore plus, et puis surtout de gens qui sont nulle part, justement, qui ne voulaient pas adhérer à ces partis, qui viennent nous rejoindre dans ce nouveau projet du NPA. Dans la foulée de mai 68, il y eut aussi le mouvement du Larzac, où se conjuguaient antimilitarisme et retour à la terre. Une petite frange de l'ultra-gauche fera, elle, un tout autre choix, celui de la violence et du terrorisme. En France, ces militants se regroupent dans le mouvement Action Directe, responsable, entre autres meurtres politiques, de l'assassinat de Georges Besse, patron des usines Renault. Là encore, le mot terrorisme, ça dépend. Les Allemands disaient que les résistants étaient des terroristes. Les Israéliens disent que les Palestiniens sont des terroristes. Donc là encore, il faut savoir ce qu'on met dedans. Mais faire péter une bombe dans une usine ou dans un magasin, en tuant des civils, ça vraiment, pour nous, c'est pas notre forme de lutte, c'est le moins qu'on puisse dire. Si on regarde le cas français, Action Directe étant une très petite exception, on dira que les groupes trotskistes, notamment, ont joué un rôle très important pour empêcher que le terrorisme devienne une idéologie de masse comme il a été malheureusement en Italie. Je dirais qu'en Italie, la confrontation de ces idées gauchistes d'un côté et d'un parti communiste en pleine social-démocratisation de l'autre a amené l'émergence, avec une tradition de violence qui est très, très italienne, d'une extrême gauche armée qui a commis de nombreux crimes et qui a déstabilisé profondément l'État italien jusqu'à l'assassinat d'Aldo Moro. Tandis qu'en France, le trotskisme, incontestablement, a condamné à de nombreuses reprises la violence, l'usage indiscriminé de la violence, la lutte armée pour un pays comme la France. Et disons, les origines démocratiques anti-staliniennes du trotskisme français en ont fait plutôt une protection, une couche de protection contre les violences indiscriminées. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui ? Ce sont des petits courants qu'on appelle ultra-gauche,
je ne crois pas que ça soit de même nature qu'Action Directe, dans la mesure où ce sont des courants qui se lancent dans des actions violemment illégales, si on veut, mais qui ne sont pas meurtrières, ce qui est quand même qui ne sont pas meurtrières d'intention, qui ne sont pas dans leurs effets non plus pour l'instant, et c'est donc très différent du passage à l'acte meurtrier qui a quand même caractérisé Action Directe à plusieurs reprises. Les années 90 ont relancé l'extrême gauche. Parmi les raisons qui expliquent ce renouveau, il y a évidemment l'effondrement du bloc soviétique et son corollaire, la quasi-disparition des partis communistes. L'extrême gauche a réagi à la chute du mur plutôt de façon très favorable. C'est-à-dire que pour les trotskistes, c'était un peu la validation de ce qu'ils avaient toujours dit, à savoir que l'Union soviétique et ses satellites étaient des États ouvriers dégénérés qui s'étaient transformés progressivement en régime totalitaire. Alors il y a eu véritablement de la part de l'extrême gauche un optimisme en se disant nous allons recueillir les fruits de cet écroulement. Et ils ont eu raison, car effectivement ils ont recueilli les fruits de la dislocation du mouvement communiste international. Dire aujourd'hui à un militant du PC tu es membre d'un parti stalinien, mais il tombe des nues, surtout un jeune, ça n'a plus aucun sens. Ça fait référence là encore à une période particulière où dans le mouvement ouvrier il y a une lutte acharnée, physique, entre les partis communistes staliniens et les trotskistes, qui a donné lieu à des millions de morts en Union soviétique, mais même à une série d'assassinats, y compris en France, d'où des bagarres. Même les anciens de ma génération se rappellent, heureusement c'est totalement terminé aujourd'hui, mais les manifestations de rue, le 1er mai ou n'importe, où les gauchistes, comme on dit, c'est-à-dire nous, on était derrière la manifestation, et souvent il y avait un affrontement violent avec le service d'ordre de la CGT ou du PC, pour qui les trotskistes, hitléro-trotskistes, c'était toutes les insultes de l'époque. Aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens. Le Parti communiste français, qui avait commencé à s'affaiblir évidemment quelques années auparavant, a poursuivi de façon très forte son affaiblissement à partir de 89, dans cette période-là. Et dans cette période-là, effectivement, on a vu un peu partout dans le monde, des petits partis trotskistes commençaient à recueillir des scores aux élections. Arlette Laguier n'existait pas avant. Elle existait, mais je veux dire, les scores qu'elle recueillait étaient très faibles. Et c'est après 89 qu'elle a commencé, en 95, etc., à recueillir des scores extrêmement importants aux élections. Je crois que la chute du mur de Berlin a été un des facteurs qui peuvent expliquer aujourd'hui la montée en puissance étonnante dans de nombreux pays des mouvements d'extrême gauche. Ces élections marquent un changement de rapport de force à gauche. Il y a plus de 10% des suffrages qui se sont portés sur l'extrême gauche, sur la candidature d'Arlette Laguier, mais aussi sur ma candidature. L'heure est maintenant à refonder l'espoir à gauche, d'abord en s'appuyant sur le renouvellement des forces qui se sont exprimées à la gauche de la gauche plurielle, dans lesquelles Lutte ouvrière et la LCR ont bien entendu des responsabilités particulières. Mais aujourd'hui, l'espoir, c'est aussi ces centaines de milliers de jeunes qui descendent dans la rue contre la mondialisation capitaliste et contre le fascisme. Alors ce soir, je m'adresse à tous ces électeurs de gauche, du Parti communiste, des Verts, du Parti socialiste, qui ont été déçus par la politique de la gauche plurielle. Je pense que nous ne pouvons jamais négliger la question du pouvoir, de la participation au pouvoir, alors que l'ultra-gauche, souvent, délibérément l'ignore. Jamais le Parti communiste ne s'est posé la question d'une alliance, je dirais, fermée à sa gauche. Il s'est toujours posé la question, en termes heureux ou malheureux, conflictuels ou pas, mais il s'est toujours posé la question essentiellement de son alliance avec le Parti socialiste, à partir de l'idée simple que ce qu'on appelait le peuple de gauche, on ne pouvait pas laisser la partie la plus essentielle de côté. Et donc, il n'y a jamais eu, je crois, de problématique d'alliance avec l'extrême gauche qui ne soit pas aussi une problématique d'alliance avec le Parti socialiste, je crois.
D'abord, la gauche traditionnelle, elle a accédé au pouvoir sans nous, ou avec nous, mais enfin je veux dire toute seule, comme une grande, et puis elle s'est discréditée sans nous, toute seule, comme une grande, et je veux dire, nous on n'est pas là pour faire les ramasses miettes, ou c'est pas du tout notre rôle. Je pense que par sa pratique au gouvernement, et puis par sa pratique actuelle qui est absolument affligeante, la gauche traditionnelle, réformiste, le PS, est en train de se suicider tout seul. Raison de plus pour faire autre chose. Des années, la clientèle de l'extrême gauche était constituée de gens qui étaient soit des 68 ards, soit des gens de la génération immédiatement postérieure. Donc des gens qui aujourd'hui ont entre 50 et 60 ans, pourrait-on dire. Et puis il y a eu un renouvellement générationnel assez notable qui s'est produit peut-être grâce à l'altermondialisme, à cette révolution culturelle altermondialisme, peut-être grâce aussi, dans le cas de la LCR, à la figure de Besancenot, mais il y a eu un certain renouvellement générationnel. Moi, je le vois parce que, étant par exemple enseignant à Sciences Po depuis quelques années, je commence à avoir des étudiants d'extrême gauche, alors que ça n'existait pas il y a 5 ou 6 ans, si vous voulez. Maintenant, il est courant d'avoir dans une classe de 20 élèves 3 ou 4 militants d'extrême gauche qui assistent à la conférence. On revendique d'être dans la continuité des mouvements ouvriers, de décolonisation, des mouvements pour la démocratie, et on espère être un mouvement de long terme de la société civile à l'échelon international et autour de la critique radicale du néolibéralisme, mais aussi autour de propositions d'alternatives pour une autre économie basée sur l'égal accès de tous aux droits humains fondamentaux. L'altermondialisme, dans ses composantes de départ, si vous voulez, c'est le rassemblement de 3 types d'individus. C'est les militants trotskistes de certaines 4e internationales qui se sont ligués pour lancer l'altermondialisme. C'est des militants des partis communistes, membres des courants les plus rénovateurs des partis communistes. Et puis c'est des militants associatifs qui, pour la plupart d'entre eux, étaient d'anciens gauchistes, d'anciens 68ards, mais qui avaient rompu avec leurs partis respectifs pour se consacrer à des luttes, on pourrait dire des révolutions minuscules, vous voyez, les radios libres, les squats, les sans-papiers, etc. Et ces gens-là se sont unis, en réalité, pour inventer quelque chose de nouveau. Les grands moments, je dirais, au niveau international, je pense que d'abord ça a été Seattle et finalement une victoire sociale sur l'Organisation mondiale du commerce, sur une certaine idée de l'ordre économique mondial fondée sur la recherche du profit. Ensuite, au niveau européen, je pense que le non au traité constitutionnel européen, à la fois en France, aux Pays-Bas et maintenant en Irlande, a aussi été un moment très important pour le mouvement altermondialiste en Europe. L'Europe qu'on construit discrédite la notion d'Europe, c'est évident, je veux dire. Les directives, comme on dit, qui sont imposées à tous les pays européens, c'est privatisation, c'est répression contre les immigrés, c'est une vraie Europe capitaliste, c'est-à-dire ce qu'on vit en France, mais à l'échelle de l'Europe. Ça, on est contre. Pareil pour la mondialisation. On est contre la mondialisation libérale, communiste, pour pas dire capitaliste, mais nous sommes internationalistes, c'est-à-dire avoir d'autres rapports nord-sud où on cède, etc. C'est une évidence pour nous. 80 ans ont passé depuis que le trotskisme s'est implanté dans l'extrême gauche française. De quel poids pèse-t-il encore aujourd'hui ? Le trotskisme a eu un avantage, c'est qu'il a d'abord été conçu par un véritable génie. Trotsky est le génie de la Révolution d'octobre, le sauveur de la guerre civile, parce qu'il a créé l'armée rouge, et quand on le lit, un homme d'une culture et d'une variété d'intérêts tout à fait surprenante. Alors le fait qu'un homme de cette dimension
et donner finalement le coup d'envoi à un mouvement qui, compte tenu de la situation européenne et mondiale, ne pouvait que fédérer les marges de l'extrême gauche, a installé un avantage permanent chez les militants trotskistes. C'est-à-dire qu'ils ont su, toujours et partout, apporter des outils de construction de groupes, même faibles, à des gens qui, par nature, sont plutôt anarchistes et velléitaires. Et c'est la raison pour laquelle rien, finalement, n'a pu subsister à côté du trotskisme. L'anarchisme a été capturé à travers Force ouvrière par les différents courants trotskistes. En gros, ce sont les lambertistes qui ont dominé ce qui restait de la fédération anarchiste. Et puis le maoïsme, d'abord éphémère, qui s'est consumé en un grand incendie, mais qui n'a jamais eu ensuite de postérité. Le maoïsme, dans ce qu'il a de violent ou d'insurrectionnel, se retrouve aujourd'hui chez Besancenot. J'ai l'impression que le trotskisme aimerait bien jouer un rôle dans la société française, mais que jusqu'à présent, il s'est contenté d'un rôle minoritaire, de mouche du coche, un rôle d'éternel minoritaire. Il a fait évoluer les choses, le trotskisme, dans un seul domaine, peut-être, à mon avis, qui est le syndicalisme. Rennes, Lyon, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Caen, ils étaient près de 30 000 à manifester dans toute la France, comme ici à Paris, où ils étaient plus de 10 000. L'hôpital public est en colère et il l'a fait savoir. Nous, on veut un hôpital avec des moyens qui soigne correctement les malades, tous les malades, et on se bat pour le service public. Pour la première fois depuis... Le syndicat Sud incarne peut-être une forme de syndicalisme un petit peu nouveau, dans la mesure où le projet politique autour de Sud, qui a été créé par des militants trotskistes en 88, c'était l'idée d'un syndicalisme exempt de compromission. Vous savez qu'aujourd'hui, les grands syndicats français co-gèrent des caisses diverses avec l'État, donc il y a une imbrication entre les grands syndicats et l'État. Et Sud se voulait un syndicat différent. On n'a jamais tant parlé aujourd'hui de Besancenot, de la LCR, du nouveau parti anticapitaliste. Ça devient une obsession, c'est parfois à la une des journaux. Le Parti socialiste, au lieu de faire une commission d'action pour savoir comment se battre contre Sarkozy, a créé une commission d'études sur les succès de la LCR et de Besancenot. Je veux dire, c'est l'obsession. Dès qu'un dirigeant de gauche est interviewé, on lui dit toujours par rapport à la Ligue et par rapport à Besancenot. Besancenot va dans une usine, immédiatement après Ségolène Royal cavale derrière pour être aussi dans cette usine. La LCR, qui est un mouvement moderniste, qui est dans une perpétuelle transformation, aujourd'hui est en train de dépasser le trotskisme d'une certaine manière. Mais c'était leur objectif du départ. C'était d'adapter un corpus révolutionnaire ancien au monde moderne. Donc du coup, ils le font. Et ça va très loin, puisque c'est vrai que la LCR a renoncé à la dictature du prolétariat, ce qui n'est pas rien. Il y a là quelque chose d'important. Et il y a donc aujourd'hui une évolution idéologique de cette sensibilité-là. Les autres sensibilités trotskistes, elles, continuent à brandir le drapeau de Lénine et Trotsky. Alors moi, personnellement, d'abord, je suis pas attaché au trotskisme comme ça. La preuve, on va construire un parti, le nouveau parti anticapitaliste, qui sera pas trotskiste, sui generis. Il y aura des trotskistes dedans, mais il serait clairement pas du trotskisme. On va pas faire avaler ça à tous ces gens qui arrivent de traditions différentes. Je connais peu de partis qui acceptent de se dissoudre. Et si on peut créer avec d'autres et d'autres expériences un outil beaucoup plus efficace, faut le faire. Au fond, il y a une sorte d'habitude que je trouve moi très très négative, où se succèdent des hommes de droite et des hommes de gauche à la tête du pouvoir et qui ne changent pas profondément les choses. Première chose. La deuxième, il y a un repli du politique, il y a un retrait du politique qui est très inquiétant. Le politique et la politique comme espérance. Et ce retrait, ce recul, je crois, apporté vers l'ultra-gauche une partie d'une fraction de la population française. Et puis il y a aussi le recul, j'ai envie de dire, de la conscience de classe, ou plutôt la substitution de l'ethnicisme, c'est-à-dire de problèmes de race pour aller vite,
substituer au problème de classe. Et je crois que ça contribue aussi à ce mouvement qui porte vers l'ultra-gauche une fraction de la population. Est-ce au seul renouveau de l'extrême gauche que l'on assiste, ou bien à la naissance d'une autre extrême gauche? Les évolutions sont manifestes, mais en même temps, les constantes demeurent. Refus de l'ordre établi et de la société bourgeoise, passion de l'égalité, méfiance encore envers le suffrage populaire et les choix majoritaires. Il reste aussi le goût du débat, mais avec parfois les tentations sectaires de repli, le besoin encore de dénoncer les traîtres à la cause. Trahison de Léon Blum en 1936, trahison du Parti communiste en 1968 et en 1981, trahison de la gauche plurielle en 1997. L'extrême gauche devra en tout cas affronter ce constat contradictoire, des succès électoraux réels, une influence sociale croissante, mais en même temps des troupes toujours maigres, et au bout des combats menés, une finalité politique qui demeure floue, insaisissable. La tentation révolutionnaire telle qu'elle est n'a pas beaucoup de sens si elle reste à l'extrême gauche. Elle ne peut pas dépasser un certain plafond, sauf effondrement de notre société qui ne viendra pas. Mais elle peut nourrir, en le légitimant, parce que la gauche a la légitimité en France depuis la Révolution française, une condamnation et un rejet de la démocratie, présentée comme un simulacre au service des grands intérêts capitalistes. Et ça, c'est un bacille qui est encore vif et qui peut revenir exactement comme la malaria est revenue après qu'on eut pensé l'avoir vaincu. Je pense que des gens qui légitiment l'assassinat par action directe d'hommes comme Georges Besse ou le général Audran, je pense que les militants d'attaque qui légitiment les déprédations scandaleuses et récurrentes de tous les sommets du G8 qui ont eu lieu, je pense qu'un certain nombre de militants anti-impérialistes qui trouvent de bien beaux yeux à Tariq Ramadan sont des gens qui ne finiront pas à l'extrême gauche, mais qui nourriront la nouvelle extrême droite, celle qui vient après la mort de Le Pen. Nous, on rejette toute la violence physique, toute la violence sur les personnes. Et je pense qu'il y a une grande provocation chaque fois des forces répressives, des forces policières sur ces mouvements-là. Et on l'a vu sur le mouvement altermondialiste et on l'a vu à Gênes. Ce que je trouve dommage, c'est la façon dont ça a été instrumentalisé, y compris par les médias, pour remettre en cause ce mouvement altermondialiste, alors qu'il est basé au contraire sur des actions pacifiques pour faire exprimer nos idées. Vous savez, la présence de l'extrême gauche, l'omniprésence de l'extrême gauche est toujours, comme l'omniprésence de tout courant extrémiste, est le signe d'une société malade. Donc je crois que ça dit quelque chose d'une France qui se cherche, d'une France qui souffre, d'une France dans laquelle triomphent des inégalités, comment dirais-je, d'une France un peu malheureuse. Je crois que c'est ça que cela dit. Ce qu'on voit bien, c'est que le nouveau parti anticapitaliste, pour l'instant, a le plus grand mal à recruter des militants en dehors du mouvement trotskiste et de la nébuleuse altermondialiste qui le borde. Je vois bien qu'à notre gauche, il y a une recherche, en effet, mais elle aussi très diverse, hein, entre Besancenot, Beauvais, une fraction plus dure de l'ultra-gauche en France. Je ne vois pas tout le temps de passerelles, de liens. Ce que je souhaite simplement, c'est que, en effet, que nous trouvions ensemble. Au fond, je crois vraiment que nous faisons partie d'une même famille. Une famille née du refus simple de l'exploitation, l'oppression, l'aliénation, la répression. Et donc cette grande famille qui est née à la fin du XIXe siècle, elle est passée par des phases heureuses ou malheureuses, mais elle est toujours là. Est-ce qu'un seul communiste
Faites avoir encore des doutes à ce sujet. Le gros reproche, entre autres, qu'on peut faire à la gauche, c'est qu'elle ne fait plus rêver. Et pour moi, le rêve, c'est progressiste. C'est même pas révolutionnaire. Réservé aux révolutionnaires, c'est progressiste. C'est le rôle d'une vraie gauche, réapprendre à rêver justement d'une société qui n'existe pas, où beaucoup de gens vous disent c'est fantastique ce que vous proposez, le partage des richesses, une augmentation du SMIC, une augmentation... Nous on leur dit mais regardez c'est possible, mais c'est un choix de société. Je chante l'international parce que je suis un internationaliste. Et la liberté de la presse révolutionnaire, demandez-les où. On te met sur cette chose. Il faut que la classe ouvrière soit capable de comprendre. Des gens qui, par nature, sont plutôt anarchistes et velléitaires. Et c'est la raison pour laquelle rien, finalement, n'a pu subsister à côté du trotskisme. L'anarchisme a été capturé à travers Force ouvrière par les différents courants trotskistes. En gros, ce sont les lambertistes qui ont dominé ce qui restait de la fédération anarchiste. Et puis, le maoïsme, d'abord éphémère, qui s'est consumé en un grand incendie, mais qui n'a jamais eu ensuite de postérité. Le maoïsme, dans ce qu'il a de violent ou d'insurrectionnel, se retrouve aujourd'hui chez Besancenot. J'ai l'impression que le trotskisme aimerait bien jouer un rôle dans la société française, mais que jusqu'à présent, il s'est contenté d'un rôle minoritaire, de mouche du coche, un rôle d'éternel minoritaire. Il a fait évoluer les choses, le trotskisme, dans un seul domaine, peut-être à mon avis, qui est le syndicalisme. Rennes, Lyon, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Caen, ils étaient près de 30 000 à manifester dans toute la France, comme ici à Paris, où ils étaient plus de 10 000. L'hôpital public est en colère et il l'a fait savoir. Nous, on veut un hôpital avec des moyens, qui soigne correctement les malades, tous les malades, et on se bat pour le service public. Pour la première fois depuis... Le syndicat Sud incarne peut-être une forme de syndicalisme un petit peu nouveau, dans la mesure où le projet politique autour de Sud, qui a été créé par des militants trotskistes en 88, c'était l'idée d'un syndicalisme exempt de compromission. Vous savez qu'aujourd'hui, les grands syndicats français co-gèrent des caisses diverses avec l'État, donc il y a une imbrication entre les grands syndicats et l'État. Et Sud se voulait un syndicat différent. On n'a jamais tant parlé aujourd'hui de Besancenot, de la LCR, du nouveau parti anticapitaliste. Ça devient une obsession, c'est parfois à la une des journaux. Le Parti socialiste, au lieu de faire une commission d'action pour savoir comment se battre contre Sarkozy, a créé une commission d'études sur les succès de la LCR et de Besancenot. Je veux dire, c'est l'obsession. Dès qu'un dirigeant de gauche est interviewé, on lui dit toujours par rapport à la Ligue et par rapport à Besancenot. Besancenot va dans une usine, immédiatement après Ségolène Royal cavale derrière pour être aussi dans cette usine. La LCR, qui est un mouvement moderniste, qui est dans une perpétuelle transformation, aujourd'hui est en train de dépasser le trotskisme d'une certaine manière. Mais c'était leur objectif du départ. C'était d'adapter un corpus révolutionnaire ancien au monde moderne. Donc du coup, ils le font. Et ça va très loin, puisque c'est vrai que la LCR a renoncé à la dictature du prolétariat, ce qui n'est pas rien. Il y a là quelque chose d'important. Et il y a donc aujourd'hui une évolution idéologique. Un mouvement qui est d'une tradition assez ouverte, qui a toujours été ouverte à la modernité depuis toujours, depuis sa création,
C'est vrai que Lutte ouvrière, c'est un mouvement qui, au contraire, prône une rigide orthodoxie trotskiste, ce qui ne les empêche pas d'être relativement ouverts. On le voit à la fête de Lutte ouvrière, où ils reçoivent, par exemple, tous les mouvements qui les attaquent continuellement, qui ont des stands et des débats entre divers mouvements. Donc on n'est pas quand même dans une fermeture totale, même s'il y a des aspects assez sectaires dans ce groupe. Et le Parti ouvrier indépendant, c'est le plus violent d'une tradition très ancienne et très violente et assez intolérante. Plus on est petit, plus ça fait du bruit, surtout quand on a beaucoup d'ennemis, parce que les trotskistes étaient attaqués par les staliniens qui les traitaient d'idéo-trotskistes et par la droite qui les traitait d'ultra-communistes. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que une partie de l'histoire du trotskisme fait qu'il y a eu beaucoup de scissions, et beaucoup moins maintenant, pour une raison fort simple. Quand vous êtes tout petit, isolé et que vous scissionnez, l'opinion publique s'en fout. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les trotskistes sont dans une situation assez difficile, dans la mesure où leur ligne politique, lorsque la guerre éclate, c'est de dire, en quelque sorte, nous ne sommes ni pour les Allemands, ni pour les Anglais, nous sommes pour la troisième voie révolutionnaire. Alors ils vont tenir cette ligne politique au début, et puis lorsque l'Allemagne envahit l'Union soviétique en 1941, à ce moment-là, beaucoup d'entre eux vont basculer vers un soutien critique à la résistance. À l'époque, le mouvement trotskiste est divisé en de toutes petites organisations, évidemment, et on pourrait dire que la moitié de ces organisations vont refuser de soutenir la résistance pendant toute la guerre, en s'en tenant à cette ligne abstraite de soutien au prolétariat, et ni les uns ni les autres, en prônant la fraternisation entre les soldats allemands et les travailleurs, ce genre de choses. Et une autre tendance trotskiste, un autre ensemble de petits groupes va soutenir la résistance, s'engager dans la résistance, mais tout en maintenant une distance critique. Heure grave pour la France. Tandis que les gardes mobiles protégeaient le palais Bourbon, devenu le théâtre d'homériques combats oratoires, le peuple de Paris, en dépit des nouvelles alarmantes, donnait à la France l'exemple du sang-froid et du calme. Très vite, les travailleurs avaient compris que leurs revendications servaient de prétexte à des manœuvres politiques. Dans les bouleversements de l'après-guerre, ce sont les trotskistes qui délibérément se portent à la pointe de la protestation sociale, se démarquant des positions du Parti communiste, alors associé au gouvernement de la 4e République. Le groupe qui allait devenir Lutte ouvrière étant implanté. Homme sans cesse arrêté, condamné et recommençant sans cesse, porté par une foi révolutionnaire qui va profondément marquer l'extrême gauche. Il convient encore d'y rattacher nombre de militants de la Commune de 1871, mais aussi les anarchistes qui, tels Ravachol, ont recouru au terrorisme à travers des attentats et assassinats politiques. L'extrême gauche est donc bien née dans la France révolutionnaire, et elle se réfère encore souvent à ces hébertistes, ces enragés qui défiaient le pouvoir des comités de la Convention et en appelaient à l'insurrection contre les possédants. Daniel Guérin, qui après la guerre a été un élément important du mouvement trotskiste et des débats entre trotskistes et anarchistes, Daniel Guérin a réhabilité ceux que l'on appelait les enragés, c'est-à-dire l'extrême gauche du mouvement jacobin avec Hébert, que Robespierre avait éliminé brutalement et qui avait mauvaise réputation chez les historiens communistes officiels comme Albert Mathiez, qui les voyait comme des corrompus. Daniel Guérin a présenté la Révolution française comme ayant réprimé son extrême gauche. Ceci lui permettait au fond de justifier le retour à un certain mouvement anarchiste et anticommuniste. Robespierre, c'était Maurice Thorez, et les bras nus et Hébert, c'était ce courant syndicaliste révolutionnaire, et ça lui permettait de revenir vers les idées de Rosa Luxembourg, c'est-à-dire déjà l'idée d'une certaine autogestion de la société. Voilà pour la Révolution française. Là, nous sommes faut dire, à la fois dans le soubassement historique et dans la mythologie de ces organisations qui se réfèrent toutes à Gracchus Babeuf, aux enragés, et ensuite à la Révolution de 1848. On est vraiment dans cet héritage revendiqué avec, un intérêt tout particulier pour la Commune de Paris, puisque la Commune de Paris, à la suite de ce qu'a pu écrire Karl Marx, d'ailleurs, la Commune de Paris est considérée par les révolutionnaires d'aujourd'hui comme
un des rares moments communistes réussis. C'est-à-dire que de ce point de vue-là, la Révolution française joue un rôle fondateur dans l'extrême gauche, effectivement. Tous les courants, depuis le socialisme jusqu'aux différents courants de l'extrême gauche, sont issus de la matrice du XIXe siècle. C'est au XIXe siècle que le mouvement ouvrier se forme, que certains courants du mouvement ouvrier sont révolutionnaires et éventuellement se réclament de Marx ou de Bakounine. La discipline révolutionnaire, honnête et conscient travailleurs communistes. Avons-nous la démocratie dans le parti? Oui ou non? Fille incontestée de la Révolution française, l'extrême gauche l'est également de la Révolution russe, et tout particulièrement du courant dissident. Et je pense que y a une grande provocation chaque fois des forces répressives, des forces policières sur ces mouvements-là, et on l'a vu sur le mouvement altermondialiste, et on l'a vu à Gênes. Ce que je trouve dommage, c'est la façon dont ça a été instrumentalisé, y compris par les médias, pour remettre en cause ce mouvement altermondialiste, alors qu'il est basé au contraire sur des actions pacifiques pour faire exprimer nos idées. Vous savez, la présence de l'extrême gauche, l'omniprésence de l'extrême gauche est toujours, comme l'omniprésence de tout courant extrémiste, est le signe d'une société malade. Donc je crois que ça dit quelque chose d'une France qui se cherche, d'une France qui souffre, d'une France dans laquelle triomphent des inégalités, comment dirais-je, d'une France un peu malheureuse. Je crois que c'est ça que cela dit. Ce qu'on voit bien, c'est que le nouveau parti anticapitaliste, pour l'instant, a le plus grand mal à recruter des militants en dehors du mouvement trotskiste et de la nébuleuse altermondialiste qui le borde. Je vois bien qu'à notre gauche, il y a une recherche, en effet, mais elle aussi très diverse, hein, entre Besancenot, Beauvais, une fraction plus dure de l'ultra-gauche en France. Je ne vois pas tout le temps de passerelles, de liens. Ce que je souhaite simplement, c'est que, en effet, que nous trouvions ensemble. Au fond, je crois vraiment que nous faisons partie d'une même famille. Une famille née du refus simple de l'exploitation, l'oppression, l'aliénation, la répression. Et donc cette grande famille qui est née à la fin du XIXe siècle, elle est passée par des phases heureuses ou malheureuses, mais elle est toujours là. Est-ce qu'un seul communiste peut avoir encore des doutes à ce sujet? Le gros reproche, entre autres, qu'on peut faire à la gauche, c'est qu'elle ne fait plus rêver. Et pour moi, le rêve, c'est progressiste. C'est même pas révolutionnaire. Réservé aux révolutionnaires, c'est progressiste. C'est le rôle d'une vraie gauche, réapprendre sur des actions pacifiques pour faire exprimer nos idées. Vous savez, la présence de l'extrême gauche, l'omniprésence de l'extrême gauche est toujours, comme l'omniprésence de tout courant extrémiste, est le signe d'une société malade. Donc je crois que ça dit quelque chose d'une France qui se cherche, d'une France qui souffre, d'une France dans laquelle triomphent des inégalités, comment dirais-je, d'une France un peu malheureuse. Je crois que c'est ça que cela dit. Ce qu'on voit bien, c'est que le nouveau parti anticapitaliste, pour l'instant, a le plus grand mal à recruter des militants en dehors du mouvement trotskiste et de la nébuleuse altermondialiste qui le borde. Je vois bien qu'à notre gauche, il y a une recherche, en effet, mais elle aussi très diverse, hein, entre Besancenot, Beauvais, une fraction plus dure de l'ultra-gauche en France. Je ne vois pas tout le temps de
passerelle, de lien. Ce que je souhaite simplement, c'est que, en effet, que nous trouvions ensemble. Au fond, je crois vraiment que nous faisons partie d'une même famille. Une famille née du refus simple de l'exploitation, l'oppression, l'aliénation, la répression. Et donc cette grande famille qui est née à la fin du XIXe siècle, elle est passée par des phases heureuses ou malheureuses, mais elle est toujours là. Est-ce qu'un seul communiste peut avoir encore des doutes à ce sujet? Le gros reproche, entre autres, qu'on peut faire à la gauche, c'est qu'elle ne fait plus rêver. Et pour moi, le rêve, c'est progressiste. C'est même pas révolutionnaire. Réservé aux révolutionnaires, c'est progressiste. C'est le rôle d'une vraie gauche, réapprendre à rêver justement d'une société qui n'existe pas, où beaucoup de gens vous disent c'est fantastique ce que vous proposez, le partage des richesses, une augmentation du SMIC, une augmentation... Nous on leur dit mais regardez c'est possible, mais c'est un choix de société. Je chante l'international parce que je suis un internationaliste. Et la liberté de la France révolutionnaire, demandez les égouts. Il faut que la classe ouvrière soit capable de comprendre. D'irruption dans un événement, de tranchant, d'imprévu, quasi d'aléatoire. Au fond, rupture, en gros, je schématise, rupture avec Marx, mais peut-être aussi rupture avec Hegel, dans la mesure où la pensée de Hegel est une pensée historico-mondiale qui embrasse tout et la ligne duquel s'inscrit Marx. Et c'est le thème des maîtres penseurs de Glucksmann, dont je citais, je crois, la formule, l'événement interloque les concepts. Mais qu'est-ce qui fait que ces gens qui sont capables de lutter pour le socialisme, d'y sacrifier quelquefois quelque chose, ne sont pas capables d'ouvrir un livre qui leur parle de ce socialisme? Quel est ce refus? Vous savez la meilleure que j'entends. À travers le maoïsme, et pour un temps plus ou moins long, l'extrême gauche française a sans conteste marqué le monde intellectuel. Son influence exerce également sur les partis de la gauche traditionnelle, et là, surtout à travers le trotskisme. Beaucoup d'intellectuels français ont été nourris d'une culture marxiste, d'une culture communiste, ont fait leur classe dans les jeunesses communistes, et c'est souvent dans les jeunesses communistes, à une certaine époque, que ces personnes, ces différents, ces universitaires, ces écrivains, ces artistes ont rencontré des trotskistes qui souvent pratiquaient l'entrisme, parce que c'est une des particularités du courant trotskiste, c'est ce style politique qu'est l'entrisme, et ces gens ont rencontré des trotskistes, et les trotskistes se présentant comme de vrais communistes d'une certaine façon, et pourquoi pas d'ailleurs, ont comment dirais-je, touché la fibre de ces gens-là qui du coup se sont approchés du trotskisme. La Ligue communiste d'Alain Krivine ou l'Union des jeunesses communistes marxistes-léninistes du JCML de Béni Lévy ont été des mouvements qui ont marqué 68. Mais ceux qui, comme Bernard Kouchner, n'étaient pas organisés et ont fait le journal Action, les comités d'action, enfin tout ce côté un peu effervescent, étaient beaucoup moins radicaux. Toujours est-il que cette radicalisation de 68 a duré quelques années et ensuite a été suivie par une très forte décantation. Rares sont ceux qui, comme Alain Krivine ou Daniel Ben Saïd, sont restés intégralement fidèles aux idées qu'ils professaient en 1968, ou du moins le croient-ils. Les jeunes qui nous écoutent, ils ne se rendent pas compte que le PSC, pendant des lustres, a fait 20% de voix aux élections, avec des centaines de milliers d'adhérents. Et on disait, quand on est de gauche, on peut être qu'avec le PC, pendant très très longtemps. Nous, on disait, pour rompre notre isolement, 120, 125, on va rentrer dans le PC. C'était une tactique pour essayer d'y susciter des courants de gauche, en pensant qu'avec l'éclatement du stalinisme, on allait pouvoir faire des grandes tendances de gauche qui allaient quitter le PC et nous aider à construire un parti. C'était ça, l'entrisme.
Bon, moi, j'y ai participé d'un certain point de vue, puisque moi, j'étais dirigeant des étudiants communistes il y a longtemps, dans les années 60. Quand je suis devenu dirigeant des étudiants. On revendique d'être dans la continuité des mouvements ouvriers, de décolonisation, des mouvements pour la démocratie, et on espère être un mouvement de long terme de la société civile à l'échelon international et autour de la critique radicale du néolibéralisme, mais aussi autour de propositions d'alternatives pour une autre économie basée sur l'égal accès de tous aux droits humains fondamentaux. L'altermondialisme, dans ses composantes de départ, si vous voulez, c'est le rassemblement de trois types d'individus. C'est les militants trotskistes de certaines quatrièmes internationales qui se sont ligués pour lancer l'altermondialisme. C'est des militants des partis communistes, membres des courants les plus rénovateurs des partis communistes. Et puis c'est des militants associatifs qui, pour la plupart d'entre eux, étaient d'anciens gauchistes, d'anciens 68ards, mais qui avaient rompu avec leurs partis respectifs pour se consacrer à des luttes, on pourrait dire des révolutions minuscules, vous voyez, les radios libres, les squats, les sans-papiers, etc. Et ces gens-là se sont unis, en réalité, pour inventer quelque chose de nouveau. Les grands moments, je dirais, au niveau international, je pense que d'abord ça a été Seattle et finalement une victoire sociale sur l'Organisation mondiale du commerce, sur une certaine idée de l'ordre économique mondial fondée sur la recherche du profit. Ensuite, au niveau européen, je pense que le non au traité constitutionnel européen, à la fois en France, aux Pays-Bas et maintenant en Irlande, a aussi été un moment très important pour le mouvement altermondialiste en Europe. L'Europe qu'on construit discrédite la notion d'Europe, c'est évident, je veux dire. Les directives, comme on dit, qui sont imposées à tous les pays européens, c'est privatisation, c'est répression contre les immigrés, c'est une vraie Europe capitaliste, c'est-à-dire ce qu'on vit en France, mais à l'échelle de l'Europe. Ça, on est contre. Pareil pour la mondialisation. On est contre la mondialisation libérale, communiste, pour pas dire capitaliste, mais nous sommes internationalistes, c'est-à-dire avoir d'autres rapports nord-sud où on cède, etc. C'est une évidence pour nous. 80 ans ont passé depuis que le trotskisme s'est implanté dans l'extrême gauche française. De quel poids pèse-t-il encore aujourd'hui ? Le trotskisme a eu un avantage, c'est qu'il a d'abord été conçu par un véritable génie. Trotsky est le génie de la Révolution d'octobre, le sauveur de la guerre civile, parce qu'il a créé l'armée rouge, et quand on le lit... Et on appelait à l'insurrection contre les possédants. Daniel Guérin, qui après la guerre a été un élément important du mouvement trotskiste et des débats entre trotskistes et anarchistes, Daniel Guérin a réhabilité ceux que l'on appelait les enragés, c'est-à-dire l'extrême gauche du mouvement jacobin avec Hébert, que Robespierre avait éliminé brutalement et qui avait mauvaise réputation chez les historiens communistes officiels comme Albert Mathiez, qui les voyait comme des corrompus. Daniel Guérin a présenté la Révolution française comme ayant réprimé son extrême gauche. Ceci lui permettait au fond de justifier le retour à un certain mouvement anarchiste et anticommuniste. Robespierre, c'était Maurice Thorez, et les bras nus et Hébert, c'était ce courant syndicaliste révolutionnaire, et ça lui permettait de revenir vers les idées de Rosa Luxembourg, c'est-à-dire déjà l'idée d'une certaine autogestion de la société. Voilà pour la Révolution française. Là, nous sommes faut dire, à la fois dans le soubassement historique et dans la mythologie de ces organisations qui se réfèrent toutes à Gracchus Babeuf, aux enragés, et ensuite à la Révolution de 1848. On est vraiment dans cet héritage revendiqué avec, un intérêt tout particulier pour la Commune de Paris, puisque la Commune de Paris, à la suite de ce qu'a pu écrire Karl Marx, d'ailleurs, la Commune de Paris est considérée par les révolutionnaires d'aujourd'hui comme un moment communiste réussi. C'est-à-dire que de ce point de vue-là, la Révolution française joue un rôle fondateur dans l'extrême gauche, effectivement.
tous les courants, depuis le socialisme jusqu'aux différents courants de l'extrême gauche, sont issus de la matrice du XIXe siècle. C'est au XIXe siècle que le mouvement ouvrier se forme, que certains courants du mouvement ouvrier sont révolutionnaires et éventuellement se réclament de Marx ou de Bakounine. La discipline révolutionnaire, honnête et conscient travailleurs communistes. Avons-nous la démocratie dans le parti? Oui ou non? Fille incontestée de la Révolution française, l'extrême gauche l'est également de la Révolution russe, et tout particulièrement du courant dissident incarné par Trotsky. Aux côtés de Lénine, Léon Trotsky, le théoricien au marxisme intransigeant, est aussi un organisateur hors pair à la tête de l'armée rouge. Mais il se heurte très vite à Staline, qui veut, comme Lénine, sauver la révolution grâce à un compromis provisoire sur la collectivisation. Dès la mort de Lénine en 1924, Trotsky dénonce la dérive bureaucratique et réformiste du parti et de son chef, Staline. Il s'oppose au concept stalinien de révolution dans un seul pays et défend la thèse de la révolution mondiale et permanente. Grâce au maoïsme, il faut bien le reconnaître, c'est d'une part le mouvement des femmes, puisque le MLF a été créé par des militantes maoïstes de Vive la Révolution, dans le groupe Vive la Révolution, si vous voulez. Et le deuxième courant important également, parce que ça a beaucoup changé les choses, c'est la cause homosexuelle. Le Front homosexuel d'action révolutionnaire est né également dans ce groupe Vive la Révolution, qui donc était un groupe maoïste, mais comme vous pouvez le voir, qui a eu peu d'influence politique, et une grande influence, au fond, culturelle. Puis après, il y a eu la fameuse révolution culturelle, tout ce qu'on a appris sur la Chine, l'absence totale de démocratie, les camps, etc., bon, qui font que le maoïsme, aujourd'hui, ça n'a plus de sens, il n'existe plus. Demandez la cause du peuple. Demandez la cause du peuple. Lisez la cause du peuple. Lisez la cause du peuple. Sartre, Solers et beaucoup d'autres ont été attirés, surtout à partir de 68, par le mouvement maoïste. Je pense parce qu'ils étaient pris dans l'idée qu'il fallait être plus révolutionnaire que le Parti communiste français, qui paraissait intégré à la société bourgeoise. Et d'un autre côté, ils avaient une sensibilité et une vision du monde qui avait été en grande partie façonnée par les mouvements de compagnons de route du communisme. Et Mao Tse-tung appartenait à l'univers communiste officiel, même si c'était une alternative à l'Union soviétique. Eh bien, vous voyez, nous sommes arrêtés parce que nous vendons un journal qui n'est pas interdit, car le président de la 17e chambre correctionnelle a refusé de l'interdire, qui n'a rien de scandaleux pour le gouvernement, puisqu'il ne lit même pas avant d'interdire. Soi-disant pour reconstituer une ligue que nous n'avons jamais constituée, dont nous ne faisons pas partie. Je pense qu'il y aura toujours une certaine attirance, notamment en France, d'une partie du monde intellectuel pour une certaine radicalité. Le respect de l'événement, enfin la sensibilité, disons, à ce qu'il peut y avoir d'irruption dans un événement, de tranchant, d'imprévu, quasi d'aléatoire. Au fond, rupture, en gros, je schématise, rupture avec Marx, mais peut-être aussi rupture avec Hegel, dans la mesure où la pensée de Hegel est une pensée historico-mondiale qui embrasse tout et à la ligne duquel s'inscrit Marx. Et c'est le thème des maîtres penseurs de Glucksmann, dont je citais, je crois, la formule, l'événement interloque les concepts. Mais qu'est-ce qui fait que ces gens qui sont capables de lutter pour le socialisme, d'y sacrifier quelquefois quelque chose, ne sont pas capables d'ouvrir un livre qui leur parle de ce socialisme? Quel est ce refus? Vous savez la meilleure que j'entends. Pour se consacrer à des luttes, on pourrait dire des révolutions minuscules, vous voyez, les radios libres, les squats, les sans-papiers, etc. Et ces gens-là se sont unis, en réalité, pour inventer quelque chose de nouveau. Les grands moments, je dirais, au niveau international, je pense que d'abord ça a été Seattle et finalement une victoire sociale sur l'Organisation mondiale du commerce, sur une certaine idée de l'ordre économique mondial fondée sur la recherche du profit. Ensuite, au niveau européen, je pense que
le non au traité constitutionnel européen, à la fois en France, aux Pays-Bas et maintenant en Irlande, a aussi été un moment très important pour le mouvement altermondialiste en Europe. L'Europe qu'on construit discrédite la notion d'Europe, c'est évident, je veux dire. Les directives, comme on dit, qui sont imposées à tous les pays européens, c'est privatisation, c'est répression contre les immigrés, c'est une vraie Europe capitaliste, c'est-à-dire ce qu'on vit en France, mais à l'échelle de l'Europe. Ça, on est contre. Pareil pour la mondialisation. On est contre la mondialisation libérale, communiste, pour pas dire capitaliste, mais nous sommes internationalistes, c'est-à-dire avoir d'autres rapports nord-sud où on cède, etc. C'est une évidence pour nous. 80 ans ont passé depuis que le trotskisme s'est implanté dans l'extrême gauche française. De quel poids pèse-t-il encore aujourd'hui ? Le trotskisme a eu un avantage, c'est qu'il a d'abord été conçu par un véritable génie. Trotsky est le génie de la Révolution d'octobre, le sauveur de la guerre civile, parce qu'il a créé l'armée rouge, et quand on le lit, un homme d'une culture et d'une variété d'intérêts tout à fait surprenante. Alors le fait qu'un homme de cette dimension ait donné finalement le coup d'envoi à un mouvement qui, compte tenu de la situation européenne et mondiale, ne pouvait que fédérer les marges de l'extrême gauche, a installé un avantage permanent chez les militants trotskistes. C'est-à-dire qu'ils ont su, toujours et partout, apporter des outils de construction de groupes, même faibles, à des gens qui, par nature, sont plutôt anarchistes et velléitaires. Et c'est la raison pour laquelle rien, finalement, n'a pu subsister à côté du trotskisme. L'anarchisme a été capturé à travers Force ouvrière par les différents courants trotskistes. En gros, ce sont les lambertistes qui ont dominé ce qui restait de la fédération anarchiste. Et puis le maoïsme, d'abord éphémère, qui s'est consumé en un grand incendie, mais qui n'a jamais eu ensuite de postérité. Le maoïsme, dans ce qu'il a de violent ou d'insurrectionnel, l'ultra-gauche ou l'extrême-gauche ou le mouvement trotskiste, exprime d'une certaine façon le surmoi du Parti communiste dans les années 20. Au fond, les trotskistes, c'est des communistes plus courageux que les autres, qui vont jusqu'au bout du raisonnement, et c'est cela qui rend d'ailleurs le Parti communiste un peu en difficulté. Il a besoin de moyens de répression plutôt que de moyens de conviction. Dans les années 20 et 30, l'extrême gauche demeure très faible, marginale et divisée. C'est aussi le cas en son sein du trotskisme. Déjà pourtant s'esquissent les lignes de force, les pratiques et les formations qui le caractérisent encore aujourd'hui. Étant donné que de toute façon, ils étaient tous des petites sectes, il n'y avait pas un grand mouvement, eh bien on a eu comme cela très vite plusieurs scissions successives. En France notamment, le trotskisme a trois origines. Le syndicalisme révolutionnaire, ça a donné lutte ouvrière, l'opposition communiste, notamment des jeunes et des intellectuels, ça a donné la Ligue communiste, la gauche de la SFIO, ça a donné l'OCI de Pierre Lambert. Alors c'est vrai que l'ALCR est un mouvement qui est d'une tradition assez ouverte, qui a toujours été ouverte à la modernité depuis toujours, depuis sa création. C'est vrai que Lutte ouvrière, c'est un mouvement qui, au contraire, prône une rigide orthodoxie trotskiste, ce qui ne les empêche pas d'être relativement ouverts. On le voit à la fête de Lutte ouvrière, où ils reçoivent, par exemple, tous les mouvements qui les attaquent continuellement, qui ont des stands et des débats entre divers mouvements. Donc on n'est pas quand même dans une fermeture totale, même s'il y a des aspects assez sectaires dans ce groupe. Et le Parti ouvrier indépendant, c'est le plus violent d'une tradition très ancienne et très violente et assez intolérante. Plus on est petit, plus ça fait du bruit, surtout quand on a beaucoup d'ennemis, parce que les trotskistes étaient attaqués par les staliniens qui les traitaient d'idéo-trotskistes et par la droite qui les traitait d'ultra-communistes. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que une partie de l'histoire du trotskisme fait qu'il y a eu beaucoup de scissions, et beaucoup moins maintenant, pour une raison fort simple. Quand vous êtes tout petit, isolé et que vous scissionnez, l'opinion publique s'en fout.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, les trotskistes sont dans une situation assez difficile, dans la mesure où leur ligne politique, lorsque la guerre éclate, c'est de dire, en quelque sorte, nous ne sommes ni pour les Allemands, ni pour les Anglais, nous sommes pour la troisième voie révolutionnaire. Alors ils vont tenir cette ligne politique au début, et puis lorsque l'Allemagne envahit l'Union soviétique en 1941, à ce moment-là, beaucoup d'entre eux vont basculer vers un soutien critique à la résistance. À l'époque, le mouvement trotskiste est divisé en de toutes petites organisations. Mais la question se pose aujourd'hui de savoir ce que fera demain cette jeunesse qui n'est ni un crime ni une nouveauté. Mai 68 est un événement important dans l'histoire de l'ultra-gauche en France, pour une raison simple, c'est que d'abord on s'approche de la Révolution, et ensuite la plupart des organisations qui existaient depuis très longtemps vont véritablement, grâce à mai 68, se régénérer, être traversées d'un sang neuf. Parmi les révoltés de 1968, les anarchistes réapparaissent, tout à la fois enfants de Proudhon et de la révolutionnaire spartakiste Rosa Luxembourg. C'est à ces derniers sans doute que l'on peut faire remonter les idées d'autogestion qui font alors florès, dans les usines LIP par exemple. Les partisans de la révolution par les masses se retrouveront plutôt dans le mouvement de la gauche prolétarienne, qui veut renouer avec la base ouvrière. Des étudiants vont ainsi quitter leurs universités pour rejoindre la condition des exploités. C'est la grande période éphémère des maoïstes. Parmi les gens qui se sont réclamés du Petit Livre Rouge dans les années 60-70, on voit des gens extrêmement différents les uns des autres. Ça va de purs staliniens antidémocratiques, extrêmement violents, jusqu'à des gens qui en réalité tournent le regard vers la Californie, vers les hippies, presque libertaires, prônant la libération sexuelle. Donc c'est étonnant la cohabitation de sensibilités extrêmement différentes. Sur un plan politique, j'ai l'impression que le bilan du maoïsme est très faible en réalité. Que reste-t-il du maoïsme ? Ce n'était jamais qu'un néo-stalinisme un peu oublié aujourd'hui. Par contre, sur un plan culturel, le bilan du maoïsme est assez remarquable parce que, pour des raisons propres à l'époque, ce qui s'est passé, c'est que certains courants, certaines lignes de fond de la société française ont utilisé le maoïsme pour éclore. Alors, deux mouvements très importants ont explosé en France grâce au maoïsme, il faut bien le reconnaître. C'est d'une part le mouvement des femmes, puisque le MLF a été créé par des militantes maoïstes de Vive la Révolution, dans le groupe Vive la Révolution, si vous voulez. Et le deuxième courant important également, parce que ça a beaucoup changé les choses, c'est la cause homosexuelle. Le Front homosexuel d'action révolutionnaire est né également dans ce groupe Vive la Révolution, qui donc était un groupe maoïste, mais comme vous pouvez le voir, qui a eu peu d'influence politique, et une grande influence, au fond, culturelle. Puis après, il y a eu la fameuse révolution culturelle, tout ce qu'on a appris sur la Chine, l'absence totale de démocratie, les camps, etc., bon, qui font que le maoïsme, aujourd'hui, ça n'a plus de sens, il n'existe plus. Demandez la cause du peuple.